tous. Nous allons commencer par un petit live préparé par Julien Tanner et Maxime Touron, extrait du spectacle Bref, le Grand Nord. On regarde. Je plante le décor. Le froid. La neige. Les forêts de sapins à perte de vue. Les aurores boréales. Bref, le Grand Nord. Oui, mais cette fois-ci, l'histoire se passe dans un pays où les rois s'appellent des tsars et les sorcières des Baba Yaga. Dans un royaume vivait un tsar et... Une tsarine. Exactement. Ils avaient un fils, Ivan Tsarayevitch. Mais le tsar et la tsarine étaient très malades et sans espoir de guérir jamais. Un jour, ils font venir leur fils Ivan et... Ivan Tsarayevitch, nous sommes sur le point de mourir. Quand nous serons morts, écoute en tout point ce que te dira de faire Katoma au bonnet de chêne ton père nourricier, sinon c'en est fait de toi. Et à ces mots, il meurt. Le lendemain matin, Ivan enterre ses parents et se met à vivre comme on le lui avait recommandé. En tout point. Il suivait la vie de Katoma au bonnet de chêne, son père nourricier. Le temps passe et Ivan devient un beau jeune homme. Toutes les filles craquaient pour lui. Pas du tout. Il était robuste, vaillant, il montait à cheval comme les plus grands chevaliers du royaume. Pas du tout. C'était le genre de mec, quand il passait dans la rue, ça faisait clac, 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 torticolis, quoi. C'était vraiment un mec... Pas du tout, incroyable, du c'est tout, Ivan, quoi. du tout. Bon, Ivan Tsarayevitch devient un jeune homme tout à fait ordinaire, Oui, pas très débrouillard Non. et un petit peu c'est gringalet. le moins qu'on puisse dire. Mais comme tous les jeunes hommes, à l'adolescence, il sent monter en lui... La sève de la jeunesse, quoi, ça ne... Il vient voir Katoma et... Katoma, là, j'ai bientôt 17 ans, là, et je crois qu'il serait temps pour moi que je prenne une femme. Bien, Ivan, très bien. Suis-moi. Arrivé en haut de la plus haute tour du palais, il pousse une petite porte et pénètre dans une pièce sombre. Katoma allume une bougie et là apparaissent devant les yeux d'Ivan Tsarayevitch ébahi les portraits de toutes les princesses des royaumes avoisinants. Toutes les princesses des royaumes avoisinants. Va, Ivan, fais ton choix. Ah oui. Oh, Yvonne, la bonne. Oui, pourquoi pas, oui. Non, 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 non. Oh, et Bertha. Oh, gros bras. Que penses-tu d'Ingrid, la frigide? Ah, non, 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 non. Oh, et Renato, le travelot. Non, non, Ivan, ça c'est pas pour toi. Ça. Ah, et Véronique, celle qui pleure quand on l'aime. On va s'arrêter là, on est à la télé. Hein. Oh, Annabelle. Annabelle. Oh oui, c'est elle que je veux. Oh oui, Annabelle, oui, ça oui, c'est oui, une oui, grande oui, princesse, oui, hein. oui. Puissante, Oui. riche, Oui. belle, comme son nom Oui, oui, l'indique, oui, guerrière, Ah bon? capricieuse, Ah oui. on l'a dit parfois même un petit peu violente. Ah bon? Peut-être que tu devrais lire ce qui est écrit en dessous du tableau. Ivan Tsarayevitch s'approche du tableau et en lettres rouges sang, il est écrit « Quiconque voudra m'épouser devra me poser une énigme classique, de façon à ce que je ne puisse la résoudre, que je la résolve et il y perdra la tête. Katoma, tu crois que j'arriverai à me marier avec cette princesse-là? Je sais pas si... Toi, tout Oui. seul? Non, je ne crois pas, non. Mais ensemble, qui sait? Peut-être que nous y parviendrons. Merci, mes...
ce bel extrait de votre spectacle. Je présente Julien Tanner, il ne faut pas que je vous confonde, vous ressemblez tellement, et Maxime Touron. Bienvenue à vous. Donc ça, c'est un extrait de votre spectacle de contes nordiques. Vous racontez 3 contes. C'est ça. C'est donc au Théâtre du Roi René tous les jours à 10h30. Vous avez formé une compagnie qui s'appelle Le Scrupule du Gravier. D'ailleurs, pourquoi Le Scrupule du Gravier? Oh là, faut la faire courte quand même. Ouais. Hein. On l'a fait courte. Scrupule, ça vient du latin scrupuli, et c'est un petit caillou pointu. Et le scrupule du gravier, c'est le petit caillou qui dérange le petit caillou. Du gravier. Merci Voilà. beaucoup. Vous avez créé donc ce spectacle en 2012 à partir de contes et de mythologie nordique qu'on connaît assez mal finalement en France. Donc moi je suis venue ce matin, j'ai eu cette chance et on est entre peur, éclat de rire et on passe un très bon et beau moment avec vous. Et puis on est aussi entre le conte et le théâtre parce que Et nous oui. on est comédiens avant d'être conteurs et on s'empare de ces histoires pas comme des conteurs traditionnels mais plus comme des C'est ça que je comédiens. voulais vous demander. Pourquoi le conte finalement, vu que vous venez du théâtre? Pourquoi ce choix? On s'est rencontrés, nous, dans une formation autour du conte. Donc on est allé vers ce registre-là pour la découverte. Et puis on a pris du plaisir à raconter des histoires. On a pris encore plus de plaisir à raconter ensemble. Et puis comme ça se passait plutôt bien aussi avec les gens, on s'est dit qu'on allait continuer. Et puis depuis, on ne s'est pas arrêté, quoi. Et puis c'est un répertoire fabuleux, quoi. Dans tous les sens du terme, c'est des histoires qui ont des messages très forts. Et c'est une mine d'or pour C'est les une gens mine qui aiment d'or, raconter ouais. des histoires, c'est passionnant. Et vous êtes que 2 comédiens du coup sur scène avec vos 2 chaises qu'on a vues à l'instant et rien d'autre. Et pourtant on arrive à voir des monstres, des châteaux de princesses, des villes dans le ciel, des dieux. Est-ce que c'était un choix d'avoir un décor aussi minimaliste dès le départ? Oui, bien sûr, ouais. C'était le parti pris. On voulait rester proche des histoires, donc ne pas ajouter ni accessoires ni décors, et puis pouvoir s'emparer entièrement des histoires par l'imaginaire. C'était un peu une des clauses qu'on s'était données, nous. Et ça nous permet d'être très mobiles aussi. C'est ça. C'est-à-dire que nous, du coup, avec cette forme-là qui est très légère, on peut aller vraiment partout. Là, on est dans une très belle salle de théâtre, mais on a joué ce spectacle dans la rue, dans des bars, dans des festivals, dans des hôpitaux psychiatriques. On a fait un peu... Et là, vous êtes donc à Avignon, au Théâtre du Roi René, mais je crois que c'est un peu par hasard que vous vous retrouvez là, finalement. Par hasard, pas vraiment, parce qu'en fait, pas par hasard, mais on a eu de la chance. Disons qu'on a gagné un concours de jeunes créations contemporaines à Paris. Voilà, et donc l'un des prix de ce concours, c'était la programmation au Théâtre du Roi René, en co-réalisation. Donc on ne serait certainement pas arrivé dans une aussi belle salle si on n'était pas passé par là. Ouais. Je voudrais finir en vous posant une petite question. Les contes, on envisage tout de suite les enfants. Et moi, ce matin, quand je suis venue vous voir, il y avait pratiquement que des adultes. Finalement, est-ce que vous aviez choisi un public enfant ou est-ce que, de base, pour vous, c'était pour tout le monde? Non, pas du tout. Nous, quand on a créé le spectacle, on l'a créé pour s'amuser, nous. Il se trouve que ça parle très fort aux gens de notre génération, puisque les références et les mots qu'on emploie sont ceux de notre génération, mais les gamins attrapent très fort ces histoires-là aussi, et puis les gens plus âgés que nous aussi. Tant qu'on aime faire le voyage dans l'imaginaire et rêver, a priori, on peut partir avec nous, quoi. En tout cas, moi, je recommande chaudement ce spectacle que j'ai vu ce matin, qui s'appelle donc Bref, le Grand Nord, tous les jours à 10h30 au Théâtre du Roi René, sauf le 20 juillet, puisque comme le dit votre affiche, vous êtes à la piscine. Et il nous tarde. Merci messieurs, merci beaucoup d'avoir été Merci avec à vous. nous. Merci à vous. Vous restez avec nous. Bonjour. Bonjour mon cher Jean-Michel Martial. Bonjour. Enchanté. Vous venez à Avignon cette année présenter Le temps d'une lessive pour une négresse italienne, qui est un seul en scène interprété par Daisy Miotello. Bravo. À 20h30 au Théâtre de l'Atelier Florentin. C'est un spectacle mis en scène par Jean-Marc Chastel et Emmanuel Lenormand et que vous produisez. On regarde tout de suite une bande-annonce et on en parle juste après. Oh! Et moi je fais une lessive de blanc, donc tout ça, ça s'équilibre. Moi je ne peux pas broyer du noir.
Si je dis ça, tout le monde va se mettre à rigoler. Vas-y, essaie le noir, le garde en mémoire. L'aller-retour est agréable. Et dis donc, si ça vous choque, eh bien, essayez les jaunes. J'ai jamais goûté. Et puisqu'on est dans les clichés, après tout, merde, toujours les noirs, ras-le-bol. Bol, je ris, rigigi. Eh ben voilà. Je dis, je suis verte. Et là, éclat de rire général et nouveau sobriquet en bonus. La négresse verte. Donc c'est un seul en scène, drôle mais aussi émouvant et qui utilise ce prétexte presque de la lessive, du moment de la lessive pour aborder des thèmes comme la couleur de peau, la différence et puis aussi la vie d'une métisse italienne, américaine. Oui, tout à fait. Et donc vous qui êtes acteur, metteur en scène, auteur, dans ce spectacle vous êtes producteur. Qu'est-ce qui a déclenché cette envie de le produire, ce spectacle ? Ce sont eux qui m'ont donné envie de les accompagner. Je n'avais pas tellement conscience de produire. Et puis il y a une grande différence entre les gens que je connais qui sont référencés comme producteurs et moi qui accompagne la réalisation d'un projet artistique. Il y a des différences que moi je vois très nettes parce que d'abord j'ai pas beaucoup d'argent, j'en ai juste un petit peu, suffisamment pour impulser les choses et le reste il faut se battre, c'est pour ça qu'on tracte de matin jusqu'à des heures indues, mais c'est surtout pour partager le plaisir d'une aventure commune. Ça commence comment ? Ça commence par Jean-Marc Chastel, un gars qui est très créatif, qui a une amie qui s'appelle Daisy Miotello, et il lui dit, tu sais, j'aimerais écrire un truc pour toi. Et elle lui dit, moi je rêve d'un seul en scène, voilà. Ils se voient, ils se rencontrent, ils commencent à échanger des informations, ils le mettent sur un papier, arrive un troisième comparse, toujours ami, qui lui aussi se met à la plume. À l'arrivée, on m'invite à une lecture, je trouve qu'il y a quelque chose qui peut naître de ça. Et l'envie vient. Et l'envie fait que nous nous retrouvons à cette table aujourd'hui. Très bien. Christelle Thiel, qui est journaliste à la télé du Off, une de mes camarades, souhaiterait vous poser quelques questions qui lui tenaient à cœur sur votre parcours. Bonjour Christelle. Bonjour Jean-Michel Martial, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc on l'a dit, on va peut-être le rappeler, vous êtes donc comédien et producteur, mais aussi metteur en scène. On vous a vu tour à tour à la télévision, au cinéma, au théâtre évidemment. Vous avez un parcours multiple, mais vous êtes aussi également pour beaucoup en fait un des symboles d'une certaine diversité. Est-ce que ça a été pour vous un choix délibéré ou quelque chose qui s'est imposé à vous ? C'est assez drôle parce qu'on a toujours envie d'être unique. Enfin, en tout cas, moi, j'avais envie d'être unique et en même temps, l'envie de ne pas déranger. Donc, c'est un peu paradoxal. Mais si je suis le symbole d'une diversité, je ne m'en suis jamais rendu compte. J'ai jamais agi en tant que tel et je ne me sens pas porte-parole d'une diversité. Mais quand on réfléchit à cette question, enfin, en tout cas, moi, je trouve que l'autre est intéressant, quoi. Que sans l'autre, on s'ennuie gravement et très rapidement. On peut être amoureux de soi, ça va un moment, mais il faut vite arriver à partager quelque chose. Lorsque je les vois sur scène, je ne les connais pas. En une seconde, il plante le décor et effectivement, j'entre avec lui dans son imaginaire. S'il ne me le propose pas, j'ai pas ce voyage-là. Or, tout le temps qu'il est resté sur le plateau, j'ai profité de son imaginaire. L'autre, c'est ça. L'altérité, c'est ça. Quand je vois la société française, je vois des gens qui ont des choses à vivre, qui les vivent chacun d'une manière très particulière et qui ont quelque chose à redonner. Voilà. Pour moi, elle est là, la diversité. Et la diversité, ce sont souvent aussi des gens qui sont de nationalité française, mais qu'on continue à appeler la diversité. Alors ça me fait franchement rigoler. Je dis là, quand même, il y a un petit truc, il faut remettre les choses à l'heure. Et ces gens-là, de par leur expérience et leur univers onirique et artistique, ont simplement quelque chose à partager, et ce quelque chose nous grandit. Au lieu de nous faire peur, ça nous grandit. Mais est-ce que vous avez le sentiment justement que sur ces questions de diversité, il y a une évolution certaine ces dernières années ? Oui, il y a une évolution très grave. Parce que quand j'ai commencé le théâtre il y a 30 ans, on me disait « alors, la diversité ». Et maintenant on me dit « alors, la diversité ». Voilà. Elle est là, l'évolution. L'évolution fait que ça n'a pas évolué de manière positive.
L'évolution est qu'il y a des gens qui ne se voient pas représentés dans cette société, que ce soit dans les espaces médiatiques traditionnels, que ce soit dans les nouveaux espaces médiatiques. Or, nous savons, parce qu'il y a des psychologues qui bossent, qu'une société ou qu'un individu non représenté est un individu qui devient fou, tout simplement. Ouais. C'est pas moi qui l'ai inventé. Quelqu'un qui n'est pas représenté ne peut s'identifier à rien. Il devient schizophrène. Il est considéré comme malade. Or, notre société construit des gens malades. Et c'est bien de le rappeler. Voilà, on est très contents. Je crois qu'elle voulait juste vous parler d'un festival que oui, vous voilà, organisez. vous êtes donc à l'initiative de l'organisation d'un festival qui est dédié au théâtre de la Caraïbe. Vous pouvez nous en dire un peu plus? En quelques mots. En essayant d'être bref. D'accord. Alors, l'idée, bon, il y a des gens qui travaillent depuis longtemps sur le théâtre, sur la diversité, sur l'expression de chacun, Greg comme d'autres, hein, le Robert Liensol avant lui, et nous prolongeons, nous continuons comme on peut. J'ai eu l'idée, comme on dit, le répertoire de la Comédie Française, je dis mais c'est génial, il y a plein de magnifiques pièces. Je me suis dit, mais dans la Caraïbe, il y a de somptueux auteurs, or on ne les connaît pas. Alors, avec d'autres, nous avons entrepris de réunir ces pièces de manière à les offrir au plus grand nombre. Dans un festival qui se déroule quand? Dans une collection d'ouvrages que j'ai édité maintenant, enfin qu'on est en cours d'édition. Nous avons édité 6 ouvrages, 12 l'année prochaine, des ouvrages multilangues, en français, anglais, espagnol et créole, les langues le plus souvent parlées dans la Caraïbe. Et cette année est la première édition d'un festival itinérant que nous créons à Vitry-sur-Seine, à Cergy, Pontoise et à Paris. Les 24, 25 et 26 septembre seront les jours de la première édition de ce festival où nous présenterons, comme nous n'avons pas d'argent, alors on présente des mises en espace et des mises en lecture qui ne sont pas chères mais qui nous permettent, dans notre imaginaire, d'appréhender le texte des gens talentueux qui ont le tic ou la maladie de ne pouvoir s'empêcher d'écrire. Voilà. Merci beaucoup Jean-Michel Martial. Du coup, on le redit, on peut trouver la production que vous soutenez, Le temps d'une lessive, par une négresse italienne, au théâtre de l'Atelier Florentin, tous les jours à 20h30. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous allons passer maintenant à un sujet qu'a préparé un de nos journalistes, Xavier Marquier. Il a suivi les préparatifs de la compagnie Le Théâtre Ouranos quelques semaines avant le Festival d'Avignon. Ils étaient en pleine répétition de la pièce La famille Toth, mise en scène par Jean Doucet. Jean Doucet qui va nous rejoindre juste après ce sujet. On regarde. En quoi consiste la fonction de nutrition? Mastication, salivation, déglutition. Mais tu vois, attention parce que de nouveau tu précipites là. Prends beaucoup plus de temps, t'as pas besoin de précipiter les choses là. En quoi consiste la fonction de nutrition? Force-toi à le faire même. Pourquoi la mise en scène? Je crois que c'est tout simplement parce que j'ai des choses à dire et que le meilleur moyen pour moi c'était la création, de la dire par des pièces de théâtre, en utilisant des auteurs, des situations, en rencontrant des comédiens. Et puis j'ai beaucoup observé dans ma formation de comédien, j'ai beaucoup observé comment on dirigeait, quelle était la place du metteur en scène, c'est toujours quelque chose qui m'a plu. T'as pas besoin de toujours crier, des fois tu tombes tellement dénu de tout ce qu'elle te raconte, parce que toi t'es persuadé que t'as pas fait tout ça quand même, tu vois. Non, si je crie c'est uniquement pour monter l'intensité. Mais t'as pas besoin, t'as pas besoin tout le temps, t'as pas besoin tout le temps. Avec la famille Toth, je veux parler de résistance. Comment on s'en sort, comment on résiste, jusqu'à quelle limite aussi, jusqu'où on est capable de supporter l'oppression justement et la manipulation. Comment on prend sa place. C'est toutes ces questions-là pour moi dans cette pièce. Et c'est aussi de montrer comment le manipulateur manipule, quelles sont ses armes à lui, comment il s'y prend, pourquoi aussi. Parce que finalement, le manipulateur a lui aussi son destin tout aussi tragique, mais il s'appuie sur les faibles pour tomber moins vite. Très bien quand tu finis comme ça. Attention avant là sur les pliés, à pas reprendre tes réflexes. En plus là c'est mathématique. Là je rentre, tu vois. Je suis en plein. Bah oui, là c'est mathématique ce qu'il raconte. Oui, c'est... Donc il y a quelque chose de logique là. 3 plus 2 égale 6. Voilà. C'est ça. Je suis seul à couper. La famille Toth, on la travaille depuis 2013. La première période de création a été en juin 2013. Ça prend du temps, une pièce, surtout quand on est nombreux comme ça. Et ce que j'aime bien, c'est travailler en résidence, ce qu'on appelle en résidence, c'est-à-dire où pendant plusieurs semaines, on est tous ensemble
Parce que le festival Off, c'est un festival particulier. C'est un festival où les compagnies investissent énormément pour pouvoir y être programmées. Investissent, j'entends, de l'argent, de l'énergie. C'est vraiment un gros investissement. Mais on y va vraiment pour une vitrine, pour pouvoir se montrer au plus grand nombre et aussi pour se montrer aux professionnels du spectacle vivant. Bonjour Jean Doucet. Bonjour. Vous venez donc nous présenter pour la première fois en Avignon votre mise en scène de la famille Tóth, je dis bien Tóth? Oui, Tóth, ouais, oui. De István Órkény, un auteur hongrois longtemps resté méconnu pour nous Français en tout cas. C'est un conte autour, vous l'avez dit dans le sujet, de la question de la soumission au pouvoir, de la peur face à ce pouvoir, et puis finalement de la résistance ou non face à cette oppression durant une guerre que vous ne situez pas dans le temps. Vous ne nous dites pas, c'est la guerre 39-45, et vous nous laissez dans ce flou en tant que public. Pourquoi ce choix ? Tout simplement parce que par souci d'universalité, pour que ça puisse parler à tout le monde, et puis parce que l'auteur a utilisé comme prétexte une guerre, mais finalement on peut le voir dans plein de situations. Ça peut très bien aussi être, ça peut nous rappeler une situation au travail, dans la société, en famille. Voilà, je voulais vraiment en faire quelque chose d'universel. Oui, c'est ça. C'est un homme qui a un pouvoir sur un autre qui est membre d'une famille, et du coup ça peut arriver par plein de biais comme celui du travail. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Oui, c'est comment on exerce son pouvoir sur les faibles. Et on rit beaucoup. Oui. On rit beaucoup. Déjà par ce texte et puis par vos choix de mise en scène. Est-ce que c'est nécessaire pour vous d'avoir le rire quand on aborde les thèmes de l'angoisse, de la peur, voire même de l'horreur ? Nécessaire, je ne sais pas, mais en tout cas, ça permet une distance et peut-être que le message, du coup, arrive plus tranquillement aussi aux spectateurs, ça permet de dire plus de choses aussi peut-être, mais de les enrober dans le. C'est un rire de défense, un rire libérateur. Non, c'est pas un rire franc. Non, c'est pas un rire franc, c'est de l'absurde, hein, donc c'est de toute façon un rire qui dit des choses. Vous êtes jeune, ça se voit dans le sujet et puis maintenant. Vous mettez en scène des acteurs plus âgés, vous vous mettez vous-même en scène puisque vous jouez le facteur dans la pièce. Comment vous arrivez à vous sentir légitime dans cette posture du metteur en scène face à des acteurs parfois qui sont plus vieux ? Tout simplement parce qu'on discute beaucoup et que c'est un travail d'équipe avant tout, et je suis pas le tyran, puisque justement on dénonce les tyrannies dans la pièce. Donc non, c'est un travail de discussion, de rencontre, d'apaiser. Ça se passe très bien. Ok. C'est de plus en plus rare des fois. En 2010, vous aviez gagné le prix coup de cœur du Club de la Presse au Festival Off d'Avignon avec votre précédente pièce du coup. Xavier, dans son sujet, nous a montré vos préparatifs de cette année. Comment ça se passe maintenant qu'on est à mi-parcours du festival pour vous, cette édition 2015 50e anniversaire ? Alors ça se passe bien dans le sens où on a des très très bons retours sur la pièce et que c'est vraiment une pièce qui parle aux gens. Après ça a été un début de festival assez difficile, mais je crois que c'était assez général. Il faut réussir à faire sa place au milieu des 1300 spectacles qui sont présentés ici chaque jour. C'est pas toujours simple d'être visible au milieu de tous ces spectacles qui sont proposés, mais oui, j'ai envie de dire que ça se passe bien parce que les gens sont contents et les gens passent une belle soirée et qu'ils nous le disent à la fin du spectacle. Il y a un vrai échange, il y a une vraie discussion. Les gens ressortent en ayant des questions, en ayant une réflexion qui se met en place. Ils vous le disent ? Oui, ils nous le disent. Oui, tout à fait. Donc vous êtes 7 comédiens sur scène, ce qui est de plus en plus rare dans nos métiers. Pour nous interpréter l'histoire de cette famille, Tóth, et de ce commandant tyrannique, mais à la fois tragique aussi. Oui, tout à fait. Oui. Et ça se passe à la Fabrique Théâtre, c'est bien ça ? Oui. À quelle heure ? À 22h15. 22h15 tous les jours ? Tous les soirs, sauf le 20 juillet. Voilà. Très bien. Aussi, pareil que les jeunes gens qui vont à la piscine tout à l'heure. Très bien. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Merci à vous.
et merci d'être passé nous voir. Merci beaucoup. Xavier Lemaire, bonjour. Bonjour. On a parlé juste à l'instant avec Jean Doucet des récompenses durant le festival d'Avignon. Il y en a de nombreuses. Il y a celles du public, celles de la presse, et différentes. Elles sont parfois un tremplin. Et vous en êtes, je crois, le bon exemple, puisque vous avez reçu l'année dernière pour votre pièce Les Coquelicots des Tranchées le prix du public. Oui, c'est ça. Et l'année d'avant, même le prix du coup de cœur du Off, avec Qui es-tu, Fritz Haber. Avec une autre pièce, mais avec Les Coquelicots des Tranchées. Oui. Cette année, vous avez continué la danse des prix, puisque ça s'est enchaîné avec le Molière du spectacle dans un théâtre public. Meilleur spectacle dans un théâtre Exactement. public. Comment ça se vit une telle aventure? C'est incroyable. C'est une aventure d'équipe. Et puis c'est le fruit, peut-être la récompense de toute cette frénésie qu'il y a eu autour de la pièce, du plaisir des spectateurs qui, évidemment, ont créé ce bruit autour du spectacle. Donc vous pensez vraiment qu'Avignon a une relation de cause à effet dans le fait que derrière vous ayez eu cette longue oui, je pense sincèrement, parce que l'année dernière on a eu le prix du public avec Les Coquelicots, et c'est vrai que cela a créé un envol médiatique sur le spectacle. Et quand nous sommes arrivés sur le Théâtre 14, la salle n'a pas désempli, c'était archi plein jusqu'à la fin des représentations. Super. Avignon, vous connaissez bien, je crois, parce que ça fait 20 ans que vous venez. 20 ans, exactement. Et là, vous avez reçu un prix, mais qu'est-ce qui fait qu'un homme revient 20 ans d'affilée dans un même lieu où il fait globalement très chaud et où il y a beaucoup d'autres pièces? C'est un endroit magique, c'est l'endroit de tous les possibles au théâtre. C'est un endroit où surtout l'on rencontre un public et on forge une histoire de théâtre. Et c'est vrai que la compagnie Les Larrons, ici, a forgé une histoire de théâtre depuis notre premier spectacle, en 95, Le baiser de la veuve d'Israël Horowitz, jusqu'à le dernier, Zigzag, cette année. Et c'est vrai que c'est merveilleux parce que je croise des spectateurs qui suivent mes spectacles depuis 20 ans. Donc vous avez réussi à fidéliser un public en Avignon, qui est quand même presque l'endroit où c'est impossible. Ah ben, si. Alors je crois que c'est vraiment tout à fait possible. Et je ne suis pas le seul. Je connais quand même beaucoup de compagnies qui viennent fréquemment sur Avignon et qui retrouvent leur public. Il y a un public d'amateurs de théâtre. Alors évidemment, on est là pour se rencontrer entre passionnés. Et c'est vrai que le Off, c'est extraordinaire pour ça. Vous nous avez ramené votre joli Molière. Exactement, il est là. La caméra réussira à faire un plan sur lui, et puis en off du off, on ira le toucher. Cette année, donc, vous nous en avez parlé, vous venez présenter la pièce Zigzag. Exactement. Savannah Massé, notre chroniqueuse, est venue vous voir. Quelle chance. Regarde la bande-annonce, et puis elle nous en parle après. Avec plaisir. Ma chef de rayon me dit toujours « Géraldine, vous devriez faire du théâtre !» En soutien à la culture et aux intermittents du spectacle, je ne dirai qu'un mot sur deux. Je peux peut-être ouvrir le rideau? Ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qui nous différencie des bêtes? Quand je monte un classique, souvent les gens me disent « Tu vas le monter moderne, contemporain ou classique ?» Ne nous emportons point, ma femme! Bonjour Xavier Lemaire. Bonjour. Alors moi je connaissais votre travail qui était fait autour de la Première Guerre mondiale avec Les Coquelicots et Qui es-tu, Fritz Haber, que j'ai pu voir il y a quelques années dans le Off. Et cette année, vous faites un retour en arrière, vous atterrissez au XVIIe siècle avec la première scène du Médecin malgré lui de Molière. Et vous décidez de nous en présenter 3 versions différentes. Alors une version classique, une version symboliste et une version un peu plus contemporaine avec 2 SDF qui ont une bonne descente. Et vous entrecroisez ces scènes à travers une histoire du théâtre. Donc vous donnez un petit peu comme une sorte de conférence, des cours, pour nous expliquer les rouages de la mise en scène.
Alors, c'est très efficace pour plusieurs raisons, parce que déjà, ces 3 versions sont très humoristiques. Il y a vraiment une représentation des différents courants dramatiques au fil de l'histoire. Mais surtout, moi, ce qui m'a marqué, c'est que j'ai trouvé que ça ouvrait les champs du possible au niveau du théâtre, parce qu'on voit vraiment que le théâtre est un grand espace de liberté et qui dépend vraiment des partis pris et de la vision créatrice de l'artiste lui-même. Alors parfois également de son époque, comme on peut le voir, parce qu'il y a des modes, des courants qui changent, mais c'est vraiment des prises de position et des convictions personnelles quant à savoir le théâtre, finalement, qu'on a envie de défendre. Et cette manière de fonctionner, je trouve, met vraiment en valeur le talent de vos 2 comédiens, donc, qui sont Isabelle Andréani et Franck Jouglas, parce qu'on se rend compte finalement qu'ils sont brillants, parce qu'ils sont investis dans tous leurs personnages. Alors, c'est toujours les 2 mêmes personnages, mais déclinés avec des personnalités différentes, très distinctes. Et on retrouve là vraiment toute la force du jeu, parce qu'ils incarnent avec autant de précision et de conviction donc, toutes ces facettes des 2 personnages que vous nous présentez. Donc c'est un beau moment d'apprentissage et de partage, mais c'est aussi un bel hommage à Molière et à cette première scène de son médecin, malgré lui, qui ne prend pas une ride. Alors, moi, je voulais savoir, c'est vrai que c'est assez rare, en général, quand on est un artiste et qu'on crée, qu'on pratique, de revenir à la théorie. Pourquoi ce choix ? 20 ans de théâtre, c'est 20 ans d'exploration des textes. C'est aussi l'envie de donner des clés pour aimer le théâtre. Et ce spectacle, c'est un acte d'amour pour aimer le théâtre. Alors, je voulais donner aux spectateurs les clés d'aimer les différentes formes de théâtre. Et pour ça, de leur faire une démonstration. C'est vrai que pour faire une démonstration, j'avais besoin de 2 acteurs exceptionnels, c'est-à-dire des acteurs capables d'aller dans tous les univers. Et c'est vrai que le spectacle Zigzag, nous allons dans tous les univers, que ce soit l'univers du clown, que ce soit l'univers, on va dire, du one-man show, mais aussi du théâtre contemporain, du théâtre classique. Voilà, c'était l'envie de ce spectacle, l'envie de rencontrer ce public dont je parlais, que je connais depuis 20 ans, et de leur montrer que un classique est comme une pièce d'or dont on n'a jamais fini de rendre la monnaie. Voilà, pour reprendre Louis Jouvet. Et alors, on termine sur une scène contemporaine, comme je le disais, 2 SDF entourés d'un panel de canettes de bière. La première scène du médecin malgré lui, dans 5 siècles, ça pourrait ressembler à quoi ? Alors, je ne sais pas, là vous me posez une vraie colle. Qu'est-ce qu'on peut se dire dans 5 siècles? Comment sera-t-on? Est-ce que peut-être ce ne sera pas dans l'espace? Voilà, on peut se dire dans l'espace, ou alors peut-être une querelle de tweets. On ne sait jamais. Peut-être qu'on aura cette chose-là, on aura des hologrammes, où on aura des clones qui se parleront. J'en sais rien. En tout cas, Molière sera toujours là. Ah oui, ça c'est la force. C'est la force du spectacle, c'est qu'on se rend compte qu'un texte comme Molière tient la route, quel que soit le parti pris que l'on prend, dès l'instant qu'on va dans le sens de la pièce. Du texte. Je vous remercie. Donc on rappelle Zigzag. Voilà. C'est tous les jours à 11h01 au Théâtre des Lucioles. On peut pas oublier. Non, pas des Lucioles, de la Luna. De la Luna. Mais... au Théâtre de la Luna. Et je voulais dire, j'ai aussi 2 autres spectacles. Qui es-tu, Fritz Haber, qui se joue à l'Arrache-Cœur à 15h. Donc le spectacle que vous aviez vu là, il y a 3 ans, ça fait 3 ans qu'on le tourne. Et La Mère Confidente à 16h40, toujours à l'Arrache-Cœur, de Marivaux, hein, évidemment. Donc, La Mère Confidente. Et Zigzag, 11h01 voilà, Zigzag. À la Exactement. Luna. Mais je vous remercie beaucoup. Vous restez avec nous. On va maintenant regarder un sujet, un très beau sujet, je me permets de le dire, réalisé par Dorothée Nolan et Laurent Troude de nos équipes sur une troupe qui s'appelle les Souffleurs Commando Poétique. Créée en 2001, cette troupe arpente les rues et lieux de spectacle à travers le monde entier jusqu'au Mexique pour susurrer de beaux mots à l'oreille des hommes et des femmes qu'ils croisent. Et pour vous faire une confidence, la première fois que je les ai croisés et qu'ils m'ont fait ce cadeau, j'ai pleuré. Moi, je les ai croisés la première fois place Clichy. Voilà. Eh ben, on regarde et on en parle après. Lancer les mots comme des cailloux divinatoires.
souffleurs sont nés d'une phrase écrite lors d'un spectacle. Cette phrase était l'humanité se reproduit de bouche à oreille. Nous avons du coup, par rapport à cette phrase, travaillé une métaphore de la transmission du savoir entre les êtres humains et d'une certaine manière, comme nous sommes un collectif, les souffleurs commandopoétiques, qui travaillons autour d'une tentative de ralentissement du monde, nous avons pensé que l'un des piliers éthiques de cette tentative était tourné autour de cette phrase, c'est-à-dire l'humanité se reproduit de bouche à oreille. On travaille la littérature dans ce cas-là d'essentiel, c'est-à-dire la poésie. Nous considérons que c'est une pharmacopée essentielle, un trésor qui est très très peu utilisé. Cette pharmacopée essentielle, dotée de principes actifs extrêmement puissants, est enfermée dans les livres. Donc nous la délivrons, c'est-à-dire littéralement nous délivrons cette parole parce qu'elle nous semble être, il nous semble que c'est une écriture de guérison. À partir du moment où les gens savent que si nous venons pour leur offrir un immense texte littéraire dans leur oreille, alors ils s'en sentent propriétaires. Si c'était partagé à 2 personnes dans un cornet évasé, alors ils ne deviendraient plus de nouveau que des consommateurs, parce que nous sommes tous des consommateurs de l'immense flux. Et nous avons acquis cette certitude, grâce à l'expérience de nos voyages en poésie et avec la poésie, que la poésie est une véritable écriture de guérison et qu'elle crée des tempêtes douces à l'intérieur des hommes. Une réaction à ces souffleurs de mots? C'est une compagnie magnifique. J'avais un ami qui s'appelait Thierry Laroyenne, qui en faisait partie, qui n'est plus de ce monde. Et voilà, et je pense à lui en les voyant. Et c'est vrai que c'est toujours étonnant d'entendre un mot singulier juste pour vous dans un cadre public. Voilà. Et l'idée est magnifiquement géniale et poétique. Merci beaucoup. Nous a rejoint sur ce plateau Josépha. Josépha, je suis venue vous voir hier soir et j'avoue que vous m'avez impressionnée. Vous chantez, donc ça c'est le principe de base, j'avais compris, mais vous jouez aussi du ukulélé. Faites des bruitages dont vous seul avez le secret et que j'admire totalement. J'espère qu'on en verra un peu après puisqu'elle va nous donner un petit live juste à la fin de ce plateau. Et faites aussi des claquettes et en plus vous nous faites rire. Donc voilà tout un panel de ce qu'est capable Josépha. Vous jouez tous les jours au théâtre à l'Arrache à 21h30, c'est bien ça? Tout à fait. Alors, vous nous racontez des moments de votre vie avec humour, avec légèreté. C'est vous qui écrivez les textes, je crois? Oui, quasiment tous les textes sont de moi. Comment ça vous vient comment ça vous est venu déjà d'écrire des textes de chansons et ensuite d'écrire pour ce spectacle-là? Alors c'est drôle parce que j'ai expliqué tout à l'heure à Jean-Michel qui était sur ce plateau qu'en fait ma première chanson s'appelle Je suis noir et français. Et c'est de lire le livre de Gaston Kellman, Je suis noir et n'aime pas le manioc, qui m'a inspiré mon premier texte de chanson. Et comme je faisais de la guitare et j'écrivais déjà des musiques mais pas de texte, j'ai combiné ce texte avec une musique et c'était la première chanson. Et après ça en a débloqué plein d'autres. Et pour ce spectacle, vous en avez composé en particulier ou non? Vous tournez autour des années folles, je sais qu'il y a une chanson oui. qui n'est pas de vous. Voilà, on a une reprise d'Yvette Guilbert. Et aussi, il y a une chanson en effet qui a été créée exprès pour le spectacle, mais qui n'est pas de moi, c'est un admirateur qui me l'a écrite. Vous avez bien de la chance, j'aimerais bien avoir des admirateurs qui m'écrivent des chansons. Message à bon entendeur. Le chant, là encore, vous m'avez surpris. Vous chantez très bien. C'est un peu surprenant de dire ça pour un spectacle de chansons, mais c'est de plus en plus courant qu'on entend des voix assez banales. Et vous avez une très jolie voix, un très joli timbre. Vous avez rencontré votre voix comment? Parce que ça se rencontre, une voix. Avec un stage de chant et Christine Zoccoli, une super prof de chant. Et je pensais que j'étais alto parce qu'on m'avait mise dans une chorale en 6e. On m'avait dit, toi, t'es dans les graves. Et psychologiquement, j'étais bloquée aux graves.
Et en faisant des exercices, elle m'a fait sortir la voix et ça m'a plus quittée. J'ai pas jamais arrêté de chanter après ça. Ça permet de se connaître mieux soi-même et de prendre beaucoup de confiance et de plaisir. Et de plaisir. Surtout, ça se voit sur scène que vous prenez du plaisir. Une petite dernière chose avant de vous entendre. Alors, il y a plein de flyers à Avignon. On en a 100 par jour dans les poches, plus ou moins assez dans le même format. Et vous avez un flyer, c'est un peu particulier. Expliquez-nous ce que c'est. Alors, je ne sais pas trop comment l'appeler. C'est on va dire un bouchon pour fermer les canettes d'aluminium, canettes de Coca-Cola, canettes de bière. On le clip, on l'insère sur la languette, on ouvre la canette, on clip sur le bord et on fait pivoter pour fermer. Alors, j'aime bien le mot opercule, qui est très ridicule. Et donc, quand je fly, je dis pendant la canicule, grâce à cet opercule, conservez les bulles de vos boissons aussi pétillantes que nos chansons. Ah ben, ça scotche les gens et ils ont envie de venir. Merci. Donc, vous jouez, on le rappelle, tous les jours au théâtre à l'Arrache à 21h30. Le temps que vous rejoigniez la scène, nous allons regarder les bonus. Bonus préparés aujourd'hui par Hélène Kiefer et Sandra Dupuis qui ont suivi les pérégrinations, déambulations de Trinidad, suivis ou précédés, je ne sais pas, de l'abécédaire de Clémentine Simonet. Je vous remercie et pour ma part, je vous dis à demain. Merci Laura. Merci beaucoup. Nous cherchons la star qui se cache. Il faut rester très très vigilant. Jack Nicholson. Je cherche à me faire des cachets, voilà, et gagner plein de thunes, voilà. Mais vous parlez un français merveilleux, Jack. Oui, of course. Yes, je suis parce que j'ai appris beaucoup le français en fait, voilà. Je l'ai appris entre Ménilmontant et la place Gambetta, voilà. Ah, great. C'est pour ma carrière que j'ai pris un truc américain, sinon voilà. D'accord. Le cinéma français voulait pas de moi, alors je leur dis fuck, je suis allé à Hollywood. Ah, écoutez, vous avez fait une formidable carrière, vous avez bien fait. Mais là, vous devez revenir en France un petit peu. Excuse-moi, j'en profite. Oui, je t'en prie. Est-ce que tu as vu mon Nicholson, ok? Est-ce que tu as vu mon côté Daroussin? Je suis plus attirée par le côté. Alors peut-être que Jack Nicholson et Daroussin ont eu un fils, et ce serait vous? Non mais ça met un mix, toi, un mix entre les deux. Barbe Bleue est pressé, il doit aller buter une de ses femmes. Exactement, là je l'ai découpé, ça c'est un tibia, ça c'est un autre, et bon voilà. Toujours aussi efficace. J'ai perdu la tête, c'est pour ça que je retourne au théâtre. Merci. Lionel Jospin, mais qu'est-ce que vous faites à Avignon? Ah là, mais alors là vous allez être filmé, excusez-moi parce que... Là on me l'a déjà fait. Vous avez quitté l'île de Ré pour le festival d'Avignon. Non mais en fait Jospin me prend à peu près une tête. C'est vrai? Ah oui, oui. Non mais je l'ai déjà vu, en fait j'ai déjà rencontré monsieur Jospin et grosso modo il me prend une tête. Excusez-moi, je suis très très émue, je crois qu'il y a Michel Morgan qui est là. Michel Morgan. Michel Morgan, mais qu'est-ce que vous faites à Avignon? J'aurais préféré rester incognito parce que je suis venue voir des spectacles, voir la relève. Ah, c'est magnifique. Vous êtes venu avec Gérard Houry. Non, il était un petit peu mort, Gérard Houry. Oui, un petit peu. Ah. Un petit peu. Et en fait, ce qui est extraordinaire, vous êtes venu, mais jeune. Comment vous avez fait? Oh, mais j'ai une bonne crème. J'ai une bonne crème. Voilà, je peux. Voilà, maintenant, vous m'avez rappelé Gérard. Oh, excusez-moi, Michel, excusez-moi. Vous êtes toujours aussi belle. Merci, Michel. Qu'est-ce que Meryl Streep? Vous êtes Meryl Streep, on vous a reconnue. Je suis vraiment désolée d'avoir été reconnue. Nous sommes ravis de vous voir, Meryl Streep, parce qu'on sait que le Festival Off est aussi une annexe de Cannes depuis quelque temps. Oui, bien sûr. Alors, je suis plus habituée à Cannes, évidemment, qu'à Avignon, mais enfin, je viens voir la jeunesse qui rentre dans le métier, qui est très compétente et que j'admire beaucoup. Je pense qu'avec cette petite promenade dans Avignon, nous avons prouvé que le Off n'a rien envié à Cannes. Merci.
J'aime être seule, délirer, dérailler, même chanter fort et mal. J'aime être seule, m'évader, divaguer sans qu'on me dise wouh. J'aime être sur la lune, explorer ma planète. J'aime qui je suis et qui je pense être. I dream by singing, I sing by traveling, I travel by dreaming. I dream by singing, I sing by swinging. J'aime être seule, loin du stress des voitures, des cadences infernales. J'aime être seule, à des années-lumière, je vous fais un coucou. J'aime être dans ma bulle, m'éclater, faire la fête. J'aime sans scrupule, totalement perdre la tête. I dream by singing, I sing by traveling, I travel by dreaming. I dream by singing, I sing by swinging. J'aime être seule, j'improvise en transe des danses tribales. J'aime être seule, je vais dans tous les sens, je bouscule tout. J'aime la dynamite quand ça explose. J'aime ma folie à forte dose. I dream by singing, I sing by traveling, I travel by dreaming. I dream by singing, I sing by swinging. J'aime être seule, yeah. J'aime être seule, j'aime être seule. Boom, boom, bop, boom, zap, dee, boom, up to the bay, boom, boom, bang, bap, nap, to dee, but up to the bay. J'aime être seule. Parce que moi aussi j'aime bien être seul. J'aime être seule, délirer, dérailler, même chanter fort et mal. J'aime être seule, m'évader, divaguer sans qu'on me dise wouh. Ah, comme on fait comme ça, là on fait wouh. J'aime être dans ma bulle, m'éclater, faire la fête. J'aime sans scrupule, totalement perdre la tête. I dream by singing, I sing. By traveling, I travel by